Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchons pas les mots. Et aujourd'hui, le café qui réveille la filière. Êtes-vous actuellement la tasse à la main, à déguster à petite lampée un bon expresso en écoutant votre radio préférée? Le rituel du café, convivialité, répit consenti à la promesse d'un regain d'énergie en quelques gorgées. Un temps suave, plusieurs noms coupables, accessibles et que l'on peut facilement partager. Il s'inscrit dans la gestuelle quotidienne de 87% de Français. Combien de tasses de café servies chaque matin dans les bistrots, les gares, dans les bols du petit déjeuner? Accessible, mais peut-être plus autant qu'avant. En 2025, le prix du café vert explose de 100%. Que se passe-t-il donc de l'autre côté de la tasse? Le café est la deuxième denrée échangée au niveau mondial après le pétrole. Coté en bourse, c'est une valeur marchande sur laquelle on spécule. La commercialisation du café est née du modèle colonial et de son attitude opportuniste. Il en résulte toujours aujourd'hui une injuste répartition des richesses et un mépris assumé par l'agro-industrie pour le travail de la terre. 125 millions de paysans et paysannes à travers 50 pays survivent de cette agriculture. Ils sont soumis au marché de manière quasiment absolue, alors que la demande augmente et que la production diminue, impactée par les aléas climatiques et l'épuisement des sols. Et si la filière du café pouvait s'extraire des marchés financiers et transformer les rapports de domination en une négociation juste, à savoir celle qui profite à chaque partie? Peut-on transformer notre conception des échanges internationaux pour gagner en équité? Peut-on faire perdre au café son goût historiquement amer pour l'amener vers des rivages plus acidulés, plus diversifiés et plus justes? C'est le grand défi que gagne depuis 7 ans la Belle Brûlerie. Implantée à Villeurbanne, c'est de son atelier que sort un café de spécialité, bio et équitable, à destination des professionnels. Bonjour Émilie Carlin et bienvenue dans Tribune d'artisans. Bonjour, merci de me recevoir. Tu es torréfactrice et barista, associée avec Marlène et Tanguy, et vous êtes engagée pour le circuit court entre des bouts du monde. Si on parle de la question du café, on arrivera très vite en Éthiopie, on arrivera très vite en Abyssinie, dans l'Éthiopie, et on arrivera dans cet imaginaire nouveau là aussi où l'homme est né en fait. Et il y a une espèce de corrélation très, non pas originale, mais qui est anthropologiquement intéressante. Troublante même. Troublante, c'est que le café est né sur le territoire où l'homme est né, et comme par hasard, l'un des plus grands poètes de notre pays, qui s'appelle Arthur Rimbaud, eh bien, la seule chose qu'il a eu envie de faire à 20 ans, c'est de retourner au royaume des enfants de Tcham, c'est-à-dire là où l'homme est né. Et c'est effectivement son premier vrai métier, c'est d'avoir vendu du café avec sous les ordres des frères Bardet, qui étaient lyonnais, qui étaient installés au Yémen et qui l'ont embauché pour vendre du café, mais aussi des armes. Donc il n'y avait pas seulement que du café. Voilà, on démarre toujours cette émission avec un petit extrait, un petit son. Et là, il s'agissait d'un échange entre Mathieu Garrigou-Lagrange et son invité Jean-Michel Dian, journaliste et écrivain pour l'émission Sans oser le demander de France Culture, qui était diffusée en septembre 2021. Émilie, est-ce que tu as une petite réaction au son que nous venons d'entendre ? Effectivement, je n'ai qu'une chose à dire, c'est le café est bien né en Éthiopie. On a l'habitude de raconter une petite légende. Je vais commencer cette interview avec une petite légende. C'est la légende du berger Kaldi qui, en 850, se fait réveiller en pleine nuit par son troupeau de chèvres. Et ne sachant pas ce qui se passe, il se rend au milieu de son troupeau et se rend compte que ces petites chèvres sont en train de brouter une petite baie rouge.
Et le lendemain matin, ne sachant pas ce que c'est, ils se rend au village où ils présentent cette trouvaille aux érudits du village qui a été incarnée par les religieux. Et la légende raconte que la veillée qui succédait à cette dégustation de cette baie rouge fut d'une intensité remarquable. Ils veillèrent toute la nuit et c'est donc la naissance des premiers caféinomanes de l'histoire de l'humanité. Légende, on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas, le café est bien né en Éthiopie. Merci beaucoup pour cette petite histoire mais du coup, qui nous met complètement dans le sujet. Justement, avant qu'on démarre et que tu puisses nous expliquer, nous retracer les engagements de la Belle Brûlerie, qui est donc la torréfactrice qui est à Villeurbanne et de là où sortent les paquets de café, la Belle Brûlerie. Est-ce que tu peux nous décrire comment se présente un plan de caféier et quel est le travail des paysans et des paysannes des cultures de café en quelques étapes? Comment ça se passe avant que vous ne receviez ces précieux grains verts? Déjà, merci de poser cette question parce que je crois que c'est la question à poser quand on déguste une tasse de café. C'est déjà de se poser la question de comment ce petit grain vert au départ qui devient un marron en torréfaction, puis après, quand elle est extrait, nous donne cette boisson-là, a pu être du coup transformée au fur et à mesure de la filière. Donc ça démarre, le produit, le café, donc c'est le caféier, c'est la famille des rubiaceae. C'est un arbre fruitier à feuilles persistantes qui donne du coup une petite baie rouge, comme j'en parlais tout à l'heure, qui donne une cerise de café. Selon les pays, il y a 1 ou 2 récoltes par an. Et en tout cas, les temps de maturité du café peuvent être très longs. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails de tout ce qui est en termes de bouleversement climatique, mais en tout cas, la moyenne de floraison et du coup, le fait qu'on puisse commencer à avoir une petite cerise rouge, il peut se passer entre jusqu'à 3 mois. Donc, c'est juste c'est des périodes qui sont très importantes. Et une fois que du coup cette petite baie devient verte, puis jaune, puis orange, puis rouge, et quand elle est rouge, ça veut dire qu'elle est à maturité et c'est le moment où il faut la cueillir. Donc là, idéalement, c'est la main d'une femme, d'un homme qui va venir récolter du coup cette petite baie rouge et à partir du moment où on enlève cette baie rouge de son caféier, là, il va avoir le début d'une grande phase qu'on connaît très peu dans le milieu du café, qui est la phase de fermentation. Et ça, c'est hyper courant d'entendre de la fermentation quand on parle même de chocolat. Je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent la fermentation dans le domaine du chocolat. On le connaît très bien aussi dans le domaine viticole, mais on le connaît très très mal dans le monde du café. Et vraiment, la période, et en tout cas la phase de fermentation, c'est la phase qui va nous permettre, nous, en torréfaction, de pouvoir révéler. C'est là où il va y avoir du coup la création de toute la complexité aromatique de notre grain de café. Et sans cette phase de fermentation, nous, en torréfaction, on ferait que du popcorn. Du coup, ça craquerait, on entend des petits pocs au moment de la torréfaction, mais sans la fermentation, on n'aurait aucune complexité, aucune création d'aromatique. Et ce temps de fermentation, ce savoir-faire, cet art de la fermentation, il incombe aux paysans et aux paysannes qui ont récolté la cerise. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose et une grosse responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules. Donc, selon le pays et selon le type de producteur ou la coopérative, la phase de fermentation, elle est soit régie directement sur le lieu de récolte, de plantation, de culture, soit c'est la coopérative qui va du coup prendre en charge cette partie de fermentation. Donc ça dépend vraiment des pays, des cultures et aussi du lieu de la coopérative versus où sont les producteurs, parce que si les producteurs sont trop loin de la coopérative, du coup là c'est trop compliqué pour faire venir du coup les cerises de café parce qu'elles auront déjà commencé à fermenter. Donc ça dépend vraiment du pays en fait et des modèles de culture. Combien de temps
va durer cette période de fermentation ? Eh bien ça dépend du type de fermentation. On a plusieurs types de fermentation. La fermentation la plus courante, quand on n'a pas d'indication, ou en tout cas qui est le plus utilisée, c'est la fermentation lavée. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On va vraiment prendre notre cerise de café et on va dépulper et du coup recueillir ces 2 petits grains verts qui sont à l'intérieur de notre cerise. Et ces petits grains verts vont être mis dans des grands bacs d'eau où la fermentation va se passer. Donc là, tout dépend un peu du contexte, on va dire le climat autour, en tout cas les conditions d'humidité, tout ça. Et du coup, c'est de quelques heures à plusieurs jours selon du coup les conditions météorologiques. Après, il y a plusieurs types d'autres de fermentation. Il y a des fermentations nature, où là, du coup, le grain de café va rester dans sa cerise, dans son fruit, et la fermentation va se passer directement dans le fruit. Et là, au moment où, du coup, les producteurs et productrices auront choisi et auront dit « Ok, la fermentation est bonne », et ben là, il faut aller très vite dans dépulper, laver, sécher et trier notre grain de café pour stopper la fermentation. Parce qu'une surfermentation, c'est pas bon. Donc du coup, une fois que la fermentation est achevée, les grains sont mis dans des sacs de 60 kg, c'est la norme. Alors ça dépend, selon les pays, il y a des sacs de 60 kg, de 69 ou de 70, ça dépend un petit peu des règles de colonisation d'avant ça. C'est un petit peu ce qui est resté. En tout cas, les grains, les sacs en toile de jute vont de 60 à 70 kg. Selon le pays. Et là, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Dans quelles mains passent-ils avant d'arriver sur nos tables, dans nos tasses à café ? Et bien là, après la fermentation, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, avant qu'ils soient mis dans ces sacs en toile de jute, et bien là, du coup, après ça, ils sont du coup lavés, séchés, triés. Et là, il faut qu'ils soient mis en sac avec un taux d'humidité qui soit ultra précis, parce que s'il n'y a pas assez d'humidité, et ben en fait le grain est trop sec. Et s'il y a trop d'humidité, et ben en fait il y a un risque de développement de maladies, de moisissures, de champignons pendant le voyage du café. Parce que le café, là, il va voyager à partir du moment où, effectivement, il est mis dans ces sacs en toile de jute. Et après, le petit voyage se fait dans des containers au départ du port du pays. Et il arrive, en tout cas en ce qui nous concerne, à Hambourg. Et c'est là notre lieu de stockage qu'on partage avec les copains et copines de Roaster United. Donc, pour qu'on puisse comprendre, vous êtes en direct producteur. Oui. Vous avez voulu mettre en place un système qui vous permettait une transparence absolue, mais pas seulement. Il y a aussi cette idée de transformer aussi les liens commerciaux avec les producteurs et les productrices. Mais avant qu'on comprenne bien l'innovation de la Belle Brûlerie à cet endroit-là, ou en tout cas l'engagement, j'aimerais comprendre quel est le chemin traditionnel pour le café. Qui l'achète, qui le revend, pourquoi aujourd'hui on entend parler de qui fixe le prix en fait du café et pourquoi les producteurs et productrices sont vraiment tributaires de ces cours. Il faut savoir que 95% du marché mondial du café est porté par ce qu'on appelle le marché de commodité. Donc le marché de commodité, ça va être un marché où le prix du café va être régi par un système boursier. Et là, ce qui se passe, c'est l'offre de l'offre, enfin la loi de l'offre et de la demande. Et du coup, le prix de l'Arabica est fixé sur la bourse de New York et le prix du Robusta sur la bourse de Londres. Ce qui fait que, comme dans un système boursier, quand les années il y a beaucoup d'offres, le prix diminue, et quand il y a beaucoup de demandes et qu'il y a une pression sur le marché, le prix augmente. Donc ça, c'est sur le marché de commodité. Pour comprendre comment ça se passe, en face, on a des acheteurs, des gros acheteurs, des traders, des gens qui vont faire de l'achat et de la revente sur un marché boursier. Donc en fait, on avait, nous, des grains qui avaient été amenés jusqu'à cette maturité de fermentation, un vrai savoir-faire, on le rappelle, et puis finalement, à un moment donné, la valeur qui est dépossédée, qui est retirée du choix, ou en tout cas de la décision des producteurs et productrices pour fixer un juste prix par rapport au travail qui a été
qui a été fait. C'est pour ça qu'il y a eu sur ce gros marché le développement aussi de labels de commerce équitable pour effectivement régir et en tout cas se dire que le prix du marché sert de référence. Aujourd'hui, même nous, dans notre filière, on s'en sert. Mais en tout cas, sur ce prix de référence, c'est d'appliquer des primes qualité, des primes bio, des primes commerce équitable et tout plein de primes qui vont permettre aux producteurs d'être rémunérés plus justement par rapport au travail qui est fait dans les plantations de café. Très bien, je te remercie. Est-ce que du coup, tu peux maintenant évoquer ce que vous avez décidé de mettre en place avec la Brel Brûlerie en termes d'achat de cette matière première ? Ça a été vraiment dans l'ADN du départ du projet. C'était vraiment l'idée d'avoir un lien avec la matière qu'on torréfie tous les jours. Donc c'est pas quelque chose de facile. On peut pas dire aujourd'hui faire de l'import direct c'est facile. On peut le faire de manière très simple. Non, c'est pas la réalité. Et je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent se lancer en torréfaction, il faut poser des questions et il faut être patient. Pourquoi ? Parce que concrètement, dans un business model comme la Brûlerie au départ, on aurait été incapable, nous, de faire du 100% direct. Parce qu'aujourd'hui, pour des questions très 100% financières, la banque ne prête pas pour de la trésor de café vert. Donc, il faut y aller petit à petit. L'idée au départ, c'était on en parlera, je pense, plus tard sur la coopérative Roaster United, dont on fait partie. Mais l'idée au départ, c'était de prendre 1, 2, 3 cafés via Roaster United et en parallèle, avoir et sélectionner des importateurs qu'on estimait éthiques pour pouvoir payer notre café quand on faisait notre commande ou à J plus 30 jours, ce qui nous permettait, nous, de baisser la pression sur la partie trésor de notre entreprise. Pourquoi ? Parce que travailler en import direct, ça veut dire s'engager, ça veut dire même aller plus loin et payer notre commande bien en amont et du coup bien avant qu'on puisse recevoir un petit grain vert à Villeurbanne. Donc ça veut dire que les jeux de trésorerie sont pas faciles et en tout cas l'équilibre il est pas facile à trouver et voilà. Et du coup il faut s'armer de patience parce qu'on a pu commencer avec 3 cafés au départ achetés en direct producteur. Et du coup, comme je disais, on travaillait avec Oxfam, qui est un importateur, et qui nous permettait aussi d'avoir une gamme de café plus importante. Oui, parce que si je résume, vous allez payer votre café 6 mois avant de le recevoir, grosso modo. Ouais, ça peut même être plus. Cette année, c'est un bon exemple parce que justement pour contractualiser au plus tôt, pour sécuriser les producteurs, sécuriser la coopérative qui est entre nous et les producteurs, on a dû signer assez tôt des contrats et du coup faire des versements assez tôt par rapport à d'habitude. Mais pour reprendre ta question, oui, effectivement, nous, on va s'engager, par exemple, là, il y a un mois, on s'est engagé sur les volumes de la Colombie. Donc, on travaille avec 2 coopératives en Colombie. Il faut savoir que les cafés en Colombie, on va les recevoir à Villeurbanne fin d'année, début d'année prochaine. Ce qui fait que, aujourd'hui, on s'est engagé sur des volumes de commandes sans savoir le prix à laquelle on allait acheter ce café. Donc c'est très engageant. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, les producteurs et les productrices ne sont pas capables, non pas parce qu'elles savent pas ce que sera la récolte du coup de cette année. Et donc du coup, ça veut dire que point de vue coût, elles ne savent pas du tout ce que ça va représenter et du coup sont incapables de nous donner des références prix. Et aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, le prix du café, il est régi par, il est régi par la bourse. Et du coup, ce prix-là sert de référence sur le monde du café. Donc, même si on est en direct producteur, ce prix-là, 8 mois en avance, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans 8 mois. Donc, du coup, ça protège aussi les producteurs et les productrices de se dire,
On a des volumes de commandes, des carnets de commandes qui sont remplis et du coup, le prix, il sera fixé après, une fois qu'on aura connaissance du prix du marché, de ce que sera la récolte. Et après, nous, on sera là pour du coup discuter avec eux et de trouver le bon prix pour tout le monde. Ce qui laisse du coup une marge de manœuvre pour que la coopérative ou les producteurs-productrices puissent s'y retrouver. Oui. Et vous, comment vous impactez ça dans votre activité et derrière sur le prix du paquet? Il faut savoir que via cette filière-là, on a une confiance aveugle avec les gens avec lesquels on bosse. Ce qui veut dire que quand la coopérative revient vers nous et nous propose un prix, nous, on va dire OK. Parce qu'en fait, alors oui, on a un détail de pourquoi ce prix, la référence du marché, mais en tout cas, voilà, le fait de travailler avec Roaster United, ça nous permet d'avoir ces relations de confiance, de transparence et du coup de se dire que le prix qu'elle nous propose, c'est le juste prix pour elle. Et nous, du coup, notre engagement, c'est de dire OK, premièrement. Et puis après, notre boulot, c'est de l'expliquer à nos clients, de développer, d'en parler ici, dans d'autres conférences. Et en tout cas, de montrer que le prix qu'on a aujourd'hui le prix qu'on a pu payer pour le café n'était pas juste, en fait. Et là, tout le monde tombe des nues, tout le monde se dit le café est trop cher, le café ne redescendra pas. C'est une réalité, en tout cas sur le type de café qu'on a, le café de spécialité. Tu peux nous donner une indication de prix de ce qui se faisait il y a 10 ans et aujourd'hui le prix au kilo? Après, c'est difficile à dire parce que ça dépend si on était sur le marché de commodité ou en tout cas sur le marché de spécialité. Mais tout ce que je peux dire, c'est que là, par exemple, en un an, nous, nos prix de café ont pris sur certaines origines 60%. Ce qui veut dire que il faut avoir cette donnée en tête et puis maintenant avancer. On a toujours dit, nous, à La Belle Bruit, on ne paye pas le prix assez cher. Et pourtant, par rapport à tout ce qui peut se faire aujourd'hui sur le marché, on le paye bien au-delà de même ce que le commerce équitable peut faire. Mais c'est qu'après, nous, on a une réalité économique, on a des clients en bout de chaîne à qui il faut expliquer et qui ont aussi leur propre réalité économique. Et donc, du coup, on ne peut pas aussi passer comme ça du jour au lendemain sur des prix qui flambent. Là, c'est la réalité, c'est que c'est ça. Et donc, aujourd'hui, il faut retrousser les manches, il faut prendre du temps, il faut aller parler, il faut expliquer, il faut ramener en fait cette voix de producteur et de productrice au milieu des conversations quand on parle d'une tasse de café et d'expliquer pourquoi en fait le café, en fait quand on paye son kilo de café, même en bio et en commerce équitable à 10 € le kilo, c'est pas un prix juste, pas assez encore. Donc ça signifie qu'en fait, peut-être que le café n'a jamais été payé à son juste prix. Pourtant, c'est une boisson, c'est la première boisson qui est consommée dans le monde. Et donc, l'idée, ça va être quoi? C'est d'aller vers une consommation un petit peu plus raisonnée, un peu moins fréquente, mais de miser sur de la qualité. Comment ça va jouer aussi sur la vie des 125 millions de personnes dont je parlais en introduction, qui vivent de cette agriculture? Justement, avec le chiffre que tu as donné, faut se dire qu'on a une grosse responsabilité en tant que professionnel de la filière et que aujourd'hui, il faut, comme je disais tout à l'heure, démontrer et prouver et expliquer. Et en tout cas, il y a beaucoup d'éducation. Alors, je mets entre guillemets parce que j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, voilà, d'accompagner les gens pour que, en fait, on se rende compte que tout ce qu'on a payé jusqu'à maintenant, c'était vraiment pas le bon prix. Et on peut peut-être fabriquer ce nouveau rapport au café par le goût. Oui. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais un café de spécialité, c'est un café qui va s'intéresser à révéler le terroir d'un café, d'un grain vert. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas la même subtilité qu'un autre, les mêmes palettes aromatiques. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai dégusté un café de La Belle Bruit, c'était un Guatemala, c'était
il y a déjà quelques années et j'avais été vraiment frappée par la douceur, la délicatesse qui se dégageait en fait de la tasse. Je n'avais encore jamais connu ça, cette finesse. Et puis en 2022, Anne-Laure, qui est l'une des fondatrices de la Belle Brûlerie, m'avait proposé une dégustation du Deschambel, qui est un mélange Pérou et Éthiopie. Et là, on avait des arômes de bergamote, donc des arômes citronnés, d'agrumes et une immense fraîcheur en fait qui se dégageait du café. C'était assez incroyable. Et donc, comme pour le vin, on va aller s'éveiller à des saveurs, à de la subtilité, et du coup peut-être effectivement orienter une consommation peut-être un petit peu différente parce qu'on va être submergé de saveurs et on n'est plus dans un produit qui est là pour nous donner de l'énergie dans le quotidien, mais plutôt pour nous permettre de savourer un instant, tout simplement de petite Madeleine de Proust, un moment agréable. Ça me permet de rebondir sur ce qu'est le café de spécialité. Sans rentrer trop dans les détails, un café de spécialité, c'est un café de qualité et c'est un café qui a été noté par une association internationale et qui du coup a reçu une note de minimum 80 sur 100. Je passe les détails sur comment c'est noté, mais en tout cas il y a le café vert qui est noté et une fois aussi que le café est torréfié. Et ce qu'on découvre aussi avec le café de spécialité, donc au-delà de la traçabilité, au-delà du prix que nous on paye en tant que professionnels, et donc du coup sur des filières vertueuses, le fait en face d'avoir des gens qui soient mieux rémunérés parce que la qualité est meilleure et que du coup comme la qualité est meilleure, il faut rémunérer tout ça. C'est parler de terroir. On a beaucoup parlé il y a eu un moment donné, on parlait du café de terroir. Nous, on a souvent dit café de terroir aussi à la Belle Brûlerie au début, parce que, en fait, un café, c'est un terroir. Et l'Éthiopie dont tu parlais là, les notes de Earl Grey, de bergamote, cette chose très aromatique qu'on a en bouche, ça peut déstabiliser effectivement quand on n'a pas l'habitude de goûter ça, parce que ça fait envoler un petit peu toute la mémoire, en tout cas sensorielle, qu'on a quand on se dit un café, c'est des marqueurs chocolat, allez, noisettes grillées, voilà. Et du coup, on n'a pas ces marqueurs instinctivement autour du fruit, autour du floral, Earl Grey, bergamote, voilà, comme peut avoir du coup le terroir éthiopien. Et ça, du coup, nous, en bout de chaîne, ça va être une de notre mission, ça va être de révéler ce terroir et du coup de ne pas le brûler, parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir un café de super qualité qui a intrinsèquement des qualités gustatives folles, et si on fait que brûler ce café, ça serait complètement fou de faire ça. Donc nous, notre métier, ça va être de révéler tout ça. Et donc un café d'Éthiopien, c'est marrant parce que ce matin j'étais en torréfaction et je regardais nos temps de développement sur les cafés d'Éthiopie, et effectivement sur des cafés d'Éthiopie, on va vouloir aller sur des temps de développement assez courts pour ne pas du coup trop insister sur cette phase de caramélisation, et du coup d'avoir des choses qui soient plus vives, plus aromatiques, plus florales, ou en tout cas où derrière notre tasse de café, on arrive à dire autre chose que chocolat noir et noisettes grillées, qui peuvent être très bons aussi en expresso, hein. C'est pas du tout un affront que je fais au chocolat noir, mais en tout cas quelque chose de différent, et de parler de terroir en fait, ça permet aussi ça. Et pour aller plus loin, vous me proposez d'ailleurs des ateliers de dégustation pour comprendre justement toutes ces palettes, comprendre la saisonnalité aussi du café, puisque vous ne proposez pas certains cafés en hiver ou en été, selon le moment où vous les récoltez. On arrive au terme de notre temps de partage, donc c'était un petit peu frustrant, mais en tout cas, ce qui était vraiment aussi important, c'était de reprendre cette manière de fabriquer de la commercialisation et des échanges. Simplement un petit mot, vous allez pousser ces valeurs de la coopération, elles s'infusent jusque dans vos statuts juridiques. Oui. Parce que à la Belle Brûlerie, vous êtes monté sous une forme de scope. Ça veut dire que l'outil de travail appartient aux salariés. Et
cela permet aussi une passation, puisque les 3 fondatrices de la belle brûlerie, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Ouais. Et ça a permis aussi un passage et l'arrivée de nouvelles personnes pour pouvoir reprendre le flambeau et continuer cette aventure qui est quand même très engageante moralement et physiquement, mine de rien. Et simplement de nous donner un petit peu quelques éléments en quoi ce modèle vous permet d'être plus pertinent dans votre approche. Comme tu le disais, nous, en tout cas, le pilier de la belle brûlerie, c'est effectivement la transmission de l'outil de travail. Du coup, la valorisation du travail et non pas une valorisation du capital. Je fais souvent cette blague, mais la belle brûlerie n'est pas à vendre parce qu'effectivement, la belle brûlerie fait partie d'une coopérative. Donc, il y a beaucoup de mots de coopérative quand on nous écoute parler, mais en tout cas, nous, ça faisait partie de nos valeurs au départ, du coup d'avoir un fonctionnement très horizontal où tout le monde torréfie à la belle brûlerie. Bien sûr qu'il y a des tâches plus spécialisées, mais en tout cas on a vocation de monter en compétences, de sortir de notre zone de confort. Et en tout cas, on est ensemble, c'est une aventure collective. Et on est ultra fiers de porter tout ça aussi au travers de notre statut juridique. Je te pose une dernière petite question. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir de la filière ? Plein de discussions comme ça. Vraiment des discussions et puis que chaque personne... moi j'ai toujours... j'adore parler aux gens qui n'aiment pas le café, j'adore parler aux gens qui ne savent pas ce qu'est du café de spécialité, j'adore les gens qui me disent aussi moi le café c'est 1 € et pas plus, parce que en fait ça permet aussi d'expliquer en fait, et je pense que c'est la faute de personne, mais en tout cas c'est notre responsabilité aujourd'hui de porter tout ça. Et en tout cas, nous, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles on se lève le matin. C'est pour faire un café de qualité, mais c'est aussi pour faire un café plus juste pour demain. Super, merci beaucoup Émilie pour ta présence. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 6 semaines pour un nouvel épisode de Tribune d'Artisans. Belle journée à vous. Tribune d'Artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palémo.